Salut à tous les amis parieurs, un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC Fight Night 232. J'espère que vous allez tous bien. On va avancer en rapide récap l'UFC 295 qui s'est passé samedi soir. Jiri Prochazka contre Alex Pereira. Et il y avait aussi pour la ceinture poids lourd par intérim Thomas Spinal contre Sergey Pavlovich. C'est parti. Juste avant ça les amis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, je vous en remercie d'avance. On retrouvait du coup 5 combats sur la carte principale de l'UFC 295. Premier combat, catégorie Featherweight, on retrouvait Diego Lopez contre Pat Sabatini. Je vous avais conseillé le Brésilien et il l'a emporté par KO au premier round, 1 minute 30, ça a été très rapide. Vraiment surprenant Diego Lopez, encore une fois, hein, c'est seulement son 3e combat. Et en 3 combats, il surprend à chaque nouvelle apparition. Et j'étais sûr qu'il serait capable de battre Pat Sabatini. Il y a peu, à mon avis, beaucoup pronostiquaient Sabatini et beaucoup ont dû miser sur l'américain. Mais je sentais que le brésilien pouvait le faire et ça a été très rapide. Très surprenant. On enchaîne sur le 2e combat. On retrouvait l'américain Matt Frevola contre le français Benoît Saint-Denis. S'attendait à une guerre peut-être un peu plus longue que ça, mais le français il a réglé ça en 1 seconde de plus que Diego Lopez pour gagner son combat. Ça a été 1 minute 31. Et le français s'est retrouvé au sol, mais il a renversé l'américain assez rapidement. Et après il s'est pris un takedown, enfin il s'est fait soulever en l'air. Benoît il s'est retrouvé au sol. Il s'est relevé très rapidement aussi. Matt Frevola a essayé de le prendre en guillotine, ça n'a pas fonctionné. Du coup il s'est retrouvé dos à la cage l'américain et le français mettait la pression et en sortie, Matt Frevola en fait il a même pas regardé en fait, il regardait de l'autre côté comme s'il regardait l'écran pour voir le temps, ou je sais pas vraiment ce il était complètement ailleurs de regarder Benoît à ce moment là quand il était en train de reculer. Et les sorties de clinch comme ça c'est toujours dangereux. Il s'est pris un high kick qui l'a touché à la tempe et il s'est fait terminer rapidement au sol. Donc victoire du français par KO au premier round en 1 minute 31. On en est donc à 2 pronostics de bons sur les 2 pour l'instant, parce que je vous avais donc conseillé de miser sur le français bien évidemment. J'avais moi personnellement fait un combiné de Benoît Saint-Denis avec Diego Lopez qui est passé, donc je l'ai balancé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver ça sur Instagram, Twitter ou TikTok, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On enchaîne sur le 3e combat, on retrouvait un combat féminin, catégorie Strawweight, Jessica Andrade contre Mackenzie Dern. Je vous avais conseillé Mackenzie Dern, Jessica Andrade, vraiment ça me paraissait compliqué de miser sur elle. Elle était quand même sur 3 défaites cette année en 4 combats. 5e combat en 2023, ça me paraissait compliqué pour elle. En plus, elle affrontait encore une adversaire qui était dangereuse au sol, Mackenzie Dern, qui a eu plusieurs fois les médailles d'or dans les compétitions de Jiu-Jitsu. Je sais pas pourquoi elle a cherché à boxer avec Jessica Andrade. Bon, elle a essayé 2-3 fois le sol, mais pas suffisamment. Je pense qu'elle aurait pu tenter un petit peu plus quand même de plonger dans les jambes et d'essayer d'envoyer ce combat au sol. Elle n'a pas réussi. Au final, elle s'est fait percuter debout. Elle a réussi à toucher aussi quelques fois, mais elle a fini par se faire arrêter par l'arbitre. Elle était complètement sonnée, Mackenzie Dern. Donc victoire de Jessica Andrade. Je me suis trompé là-dessus. Je vous avais conseillé Dern et au final, elle a perdu c'était KO technique au 2e round. On enchaîne sur le co-main event. On en est donc à 2 sur 3 de bons pour les pronostics pour l'instant. On enchaîne donc sur Sergey Pavlovich contre Thomas Spinal pour la ceinture intérim des poids lourds. Je vous avais conseillé l'anglais, Thomas Spinal. Je pensais que grâce à ses capacités au sol qu'on connaissait, il serait capable de peut-être faire la différence dans ce combat. Et au final, il a carrément pris Pavlovich de vitesse en boxe. Avec une précision, et sur un gauche-droite, il l'a touché et Pavlovich a été sonné, il l'a terminé en l'envoyant au tapis. Le grand Nenpand a suffi, l'arbitre a mis fin au combat. Donc le dangereux qui faisait très très peur, Sergey Pavlovich, au final s'est retrouvé KO au centre de l'octogone. Et nous avons un nouveau champion, poids lourd par intérim, Thomas Spinal. Super champion, vraiment j'adore. Et j'aimerais vraiment maintenant voir un combat de lui contre Cyril Gane, ce serait vraiment cool. Mais bon, apparemment en interview à Spinal, il a dit que vu que Cyril Gane avait refusé le combat contre lui, ce qui était une grosse connerie je pense de la part de Cyril, sûrement conseillé par Fernand Lopez, son coach, et au final ça lui est passé sous le nez ce combat là. Donc dommage pour le français, et il va sûrement devoir passer par Gelton Almeida maintenant pour devoir aller affronter le nouveau champion de la catégorie par intérim. Vu que John Jones pour l'instant il est pas de retour, c'est pas avant un petit moment.
Donc je vous avais conseillé l'anglais Tom Aspinall, il l'a emporté. Et par KO au premier round et devient le nouveau champion par intérim de cette catégorie. Donc, et vraiment un super champion, comme je leur dis encore. J'aime beaucoup Tom Aspinall et je suis pressé de le voir défendre cette ceinture. On en est donc à 3 pronostics de bons sur les 4. On enchaîne sur le main event. On retrouvait pour la ceinture light heavyweight vacante Jiri Prochazka, l'ancien champion de retour de blessure, contre l'ancien champion middleweight, le brésilien Alex Pereira. Gros combat celui-ci. Je vous avais donc conseillé le brésilien Alex Pereira. Le premier round, il a commencé à allumer très fort Jiri sur les low kicks et les calf kicks. Je pense qu'il avait sûrement déjà bien fait très mal à peine au premier round. Il s'est fait emmener au sol après une tentative de guillotine, en défense en guillotine sur une tentative de takedown. Il s'est quand même fait emmener au sol et il a pas pris énormément de dégâts. Le grand endpoint de Jiri Prochazka a été quand même pas mal absorbé et un ou deux coudes qui sont passés, mais sinon, hormis ça, Alex Pereira, il a bien géré. Et il a même réussi à se relever avant la fin du premier round. Deuxième round, Jiri Prochazka a commencé à faire un petit peu ce qu'il fait d'habitude, hein, à envoyer un peu le chaos, le bouger dans tous les sens. Ça partait de partout, il a commencé à toucher un peu Pereira, à le mettre un peu sur le reculoir. Et quand il s'est retrouvé pratiquement dos à la cage, c'est là que Pereira il a percuté avec un gauche-droite qui a envoyé Jiri au tapis. Jiri s'est accroché aux jambes pour essayer d'emmener Alex au sol. Alex lui a envoyé une série de coups de coude. Et quand on voyait Jiri forcer, on a vu d'un coup son corps partir dans l'autre sens, vers l'arrière, tomber au dos au sol avec Alex Pereira en montée sur lui. Et l'arbitre a arrêté le combat. C'est vrai que c'était peut-être un poil tôt, même si effectivement on a bien vu qu'Jiri était touché et qu'il était sonné sur le coup. Et il aurait sûrement pu continuer un petit peu, Jiri, mais avec Alex en montée sur lui après avoir été sonné, c'est sûr que quand on voit l'arbitre pousser Alex et Jiri tout de suite se retourner, se relever, c'est parce que l'arbitre pousse Alex justement, qu'il est capable de montrer que ça allait encore, mais avec Alex sur lui et un grand handpound ou coude, les coups de coude, ça aurait pu être très vite compliqué. Alors je pense qu'on aurait tous aimé peut-être voir ce petit coup supplémentaire, mais moi, quand je revois le ralenti et quand je vois les coups de coude que lui assène Alex Pereira et qu'on voit bien Jiri basculer en arrière, l'arbitre était là et s'il a arrêté le combat, c'est qu'il devait avoir ses raisons. C'est vrai que pour une ceinture, on a tendance à vouloir peut-être en voir un poil plus, mais bon. Alex Pereira, à nouveau, on a un nouveau double champion, double champion. Il n'a pas les deux ceintures en même temps, mais champion dans 2 catégories de poids différentes et en seulement une dizaine de combats de MMA en tout dans sa carrière. C'est hallucinant ce qu'a accompli Alex Pereira. Vraiment impressionnant, le Brésilien. Je vous avais donc conseillé le Brésilien, il l'a emporté. On en est donc à 4 sur 5 pour l'ensemble des pronostics de cette carte principale de l'UFC 285, ce qui est très bien. Juste le combiné des 5 combats n'est pas passé à cause de la défaite de Dern. Mais moi personnellement, j'avais combiné, donc comme je vous l'ai dit juste avant, Benoît Saint-Denis avec Diego Lopez. Et j'avais fait un autre combiné d'Alex Pereira avec Thomas Spinal. Les deux sont rentrés, je les ai balancés donc sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à aller voir. On en a terminé avec le récap de cette UFC 295. On va passer à l'analyse et pronostic de l'UFC Fight Night 232. On retrouve du coup 6 combats sur la carte principale de l'UFC Fight Night 232 qui se passera le samedi 18 novembre dans la nuit. On enchaîne sur le premier combat. On retrouve en premier combat l'américain Johnny Parson, un combat dans la catégorie du coup welterweight contre Uros Medic. Alors Johnny Parson, lui, il a 32 ans. Il a intégré l'UFC en 2021 avec les Dana White Contenders, donc assez récent. Et il a fait un seul combat pour l'instant à l'UFC, c'était l'UFC Fight Night 224 à Spinal contre Tibura. Et il a gagné par KO technique contre Danny Roberts au deuxième round. Donc pour l'instant il a une légère expérience à l'UFC, Johnny Parson, mais ça s'est bien passé pour lui, hein, il a plutôt bien réussi son arrivée. Face à lui, du coup, on retrouve Uros Medic. Il a 30 ans également, lui aussi américain. Il a intégré l'UFC en 2020 également par les Dana White Contenders. Ensuite, il a fait un combat à l'UFC 259 en 2021. Il a gagné contre Alon Cruz par KO technique au premier round, très rapide. Et il a eu une défaite, sa seule défaite en carrière à l'UFC 266 en septembre 2021 contre Jalin Turner, où il s'est fait soumettre au premier round.
Il a renoué avec la victoire à l'UFC Fight Night 206 en mai 2022 contre Omar Morales par KO technique au deuxième round. Et en juin, sa dernière apparition à l'UFC 291 en juillet 2023, il a gagné contre Matthew, excusez-moi, alors son nom n'est pas facile à prononcer, on va dire Matthew Selmselsberg, par KO technique au troisième round. Donc il a un peu plus d'expérience que Parson. C'est un peu on va dire des jeunes combattants, un jeune palmarès à l'UFC. D'ailleurs, ils sont à 9 victoires, 3 défaites pour Parson. Comme vous voyez à l'écran, 9 victoires, une seule défaite pour Medic. C'est un combat donc de jeunes prospects pour l'instant, qui n'ont pas encore vraiment fait leurs preuves. Uros Medic ayant un petit peu plus d'expérience pour l'instant. Pour les cotes, il est donné favori. On retrouve une cote à 1,36 pour Medic contre une cote à 2,92 pour Johnny Parson. Il est clairement favori, Medic, un petit peu plus d'expérience, donc c'est quand même compliqué ces combats avec des combattants où on a pour l'instant on connaît pas grand chose sur eux pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour dire exactement ce qu'ils sont capables de faire dans la cage de l'UFC. Je vous conseille donc de choisir Uros Medic, de pas trop prendre de risques sur ce combat-là. Pour l'instant, on peut voir selon leur palmarès aux deux qu'ils ont beaucoup de finish, donc il y a peu de chances que ce combat il aille à la décision. Donc sûrement un finish, peut-être premier ou deuxième round, mais je vous conseille en tout cas de choisir Uros Medic. On enchaîne sur le deuxième combat, c'est parti. On retrouve un deuxième combat catégorie strawweight féminin. On retrouve la brésilienne Luana Pinheiro contre Amanda Ribas. Alors la brésilienne, elle est à 11 victoires pour une seule défaite. Elle est à l'UFC depuis 2020 avec les Dana White Contenders. Elle avait gagné par KO au premier round. Elle a donc ensuite, il y a eu une disqualification pour son premier combat à l'UFC. Elle est revenue à l'UFC Fight Night 198 en 2021 où elle a battu Sam Hugh par décision. Et son dernier combat, c'était en avril 2023, l'UFC 287. Elle a battu Michelle Waterson Gomez par split decision. Donc 11 victoires, une défaite pour la brésilienne. Elle a 30 ans, Pinheiro. Face à elle, une autre brésilienne, Amanda Ribas. Elle a 30 ans également. Elle est à 11 victoires pour 4 défaites. À l'UFC, elle a eu 3 défaites à l'UFC pour l'instant. Dans son dernier combat, elle est sur une défaite en plus par KO technique contre Mace Barber. C'était en juin 2023. Sa dernière victoire remonte au mois de mars 2023. Elle a battu par décision Viviane Araújo. Compliqué, les pronostics donnent carrément gagnant Amanda Ribas. C'est elle qui est vraiment pronostiquée favorite. Elle a une cote vraiment basse, c'est celle de Pinheiro. Elle est assez élevée avec 3,45 pour Pinheiro contre 1,27 pour Amanda Ribas. La cote de Pinheiro, j'ai envie de la tenter. Alors peut-être pas dans le combiné parce que je vois ce qui s'est passé avec le dernier combiné de 5 combats et Jessica Andrade. Mais c'est vrai que la cote de Pinheiro, j'ai envie de la tenter. Elle a 11 victoires pour une défaite, à l'inverse de son adversaire qui a eu quand même 2 défaites sur ses 3 derniers combats. Je sais pas pourquoi elle est donnée. Il y a une telle différence dans les cotes. Et j'ai quand même envie de choisir Pinheiro. Mais vraiment, en dehors du combiné, juste tenter sa cote qui est assez énorme, à la limite, mais vraiment à ne pas mettre dans le combiné des 6 combats. Du coup, je pense que je vous conseille de le sauter du combiné, celui-ci, et de choisir Pinheiro. Je pense que vraiment sa cote à 3,45, ça vaut le coup de la tenter, mais voilà, faut le sortir du combiné et pas prendre de risque avec ce combat-là. Juste une petite gamble. On enchaîne sur le troisième combat, les amis, c'est parti. On retrouve un combat dans la catégorie Bantamweight. On retrouve Peyton Talbot contre Nick Aguirre. Alors Peyton Talbot, il est américain, il a 25 ans, très très jeune, 6-0 pour l'instant, il ne connaît pas la défaite. Et il vient seulement de signer à l'UFC, il a réussi son premier combat, il a gagné par décision au Dana White Contender au mois d'août de cette année en 2023. Avant ça, il combattait dans l'organisation de Uriah Faber. Et donc il est à 6-0 pour l'instant, donc voilà, à l'UFC ça va vraiment être son tout premier vrai combat. Face à lui, Nick Aguirre, américain, il a 27 ans et il a 7 victoires pour une défaite. Il a intégré l'UFC sans passer lui par les Dana White Contender et il est rentré directement un premier combat à l'UFC Fight Night 217
Et il a perdu par décision contre Dan Agartha. Donc pour l'instant, peu d'expérience à l'UFC également, hein, c'est des jeunes prospects. C'est compliqué sur ces genres de combattants sur qui on a peu d'expérience pour l'instant. Donc pareil, il ne faut pas trop prendre de risques, je pense. Pour ce qui est des cotes, Peyton Talbot, il est donné vainqueur avec une cote très basse à 1,14. Face à lui, Nick Aguirre, il a une cote à 4,95. Donc je vous conseille de choisir plutôt Peyton Talbot. Ça me paraît quand même moins risqué. Ça me paraît être le moins risqué des choix à faire sur ce combat-là. Mais vraiment à rentrer juste dans le combiné, hein, pas prendre de risques avec ces combattants sur qui pour l'instant on n'a aucun recul, très peu d'informations, puisque c'est des jeunes prospects et qui font vraiment leur début à l'UFC. Donc je vous conseille de ne pas prendre de risques et de choisir Talbot. Vraiment juste pour le combiné des 5 combats. Voilà. Ne prenez pas de risques avec ce combat-là, ça en vaut pas la peine. La cote est vraiment trop basse, 1,14. Faut pas prendre de risques avec des cotes aussi basses, hein, les amis. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve un combat dans la catégorie lightweight. On retrouve Chaz Hopper contre Jordan Leavitt. J'aime bien ces deux combattants, je pense que ça va être un combat assez intéressant. Chaz Hopper, lui, il a intégré l'UFC il y a déjà un petit moment, ça fait longtemps qu'il est là, depuis 2019. Il a eu, d'ailleurs, il a 12 victoires, 3 défaites, et il a eu sa première défaite en 2020 contre Alex Caceres. Il a enchaîné victoire-défaite en 2021-2022 et ses 3 derniers combats, il est sur une victoire en 2022 contre Philippe Colares par KO technique au 3e round, une défaite contre Steve Garcia par KO technique au 1er round au mois d'octobre l'année dernière. Et son dernier combat c'était au mois de mai 2023 à l'UFC Fight Night 223. Il a gagné contre Nick Fior par décision en 3 rounds. Face à lui, Jordan Leavitt, il est un petit peu plus âgé, mais pas beaucoup. Il est jeune aussi, hein, il a 28 ans. Il a 11 victoires pour seulement 2 défaites. Première défaite à l'UFC, c'était en 2021, à l'UFC Fight Night 189. Ensuite, il a enchaîné 2 victoires et il a perdu par soumission au 2e round contre Paddy Pimblett. C'était en juillet l'année dernière. Il est sur une victoire à son dernier combat, par KO technique au 1er round à l'UFC Fight Night 220 en février de cette année, contre Victor Martinez. Donc ils ont tous les deux connu victoire et défaite à l'UFC. Ils ont tous les deux renoué avec la victoire dans leur dernier affrontement. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Chaz Hopper qui est donné favori, une cote à 1,36. Jordan Leavitt 2,92, il est donné perdant et j'aime bien quand même Jordan, je le trouve pas mal dans ses victoires en général, même comme dans ses défaites, je trouve que vraiment c'est un bon combattant. Mais ça me paraît compliqué, sa cote à 2,92, elle est alléchante, mais je pense que c'est plus prudent de choisir Chaz Hopper. Je vous conseille plutôt de choisir Hopper, les amis. Après, je vous conseille de pas trop prendre de risques non plus avec ce combat-là, ça me paraît, voilà, juste pour le combiné. La cote de Chaz, de toute façon, elle est basse, elle sera bien dans le combiné. Et si vous voulez tenter Jordan Leavitt, vraiment pas dans le combiné. Hein. Moi, je vous conseille Hopper, les amis, Chaz Hopper dans le combiné. On enchaîne sur le combat suivant, co-main event. C'est parti. On retrouve pour ce co-main event un combat intéressant, Michael Morales contre Jack Matthews. Michael Morales, il vient d'Équateur, il a 23 ans, il est vraiment très jeune et il est à 15-0 en carrière, invaincu pour l'instant. Il combattait dans les organisations en Amérique latine avant d'intégrer l'UFC. Il est arrivé à l'UFC par les Dana White Contender en 2021. Premier combat à l'UFC 270, il gagne par KO technique au 1er round. Il enchaîne un deuxième combat à l'UFC 277 en 2022, à nouveau un KO technique au 3e round cette fois-ci. Et son dernier combat, c'est une victoire contre Max Griffin à l'UFC en ESPN 48 en juillet 2023. Il a gagné par décision en 3 rounds. Donc c'est un striker et il est capable de gagner par décision en 3 rounds. Hein, donc comme finir le combat au 3e round également. Donc dangereux Michael Morales, hein, beaucoup déjà d'expérience, 15 combats, c'est quand même déjà pas mal à son âge. Face à lui, on retrouve l'Australien Jack Matthews. 29 ans, il a 19 victoires pour 6 défaites, il a un bon palmarès déjà, hein, il est à l'UFC depuis un petit moment, ça remonte déjà un petit moment lui qu'il est là, ça fait depuis 2015,
2014 même, il était déjà à l'UFC Fight Night 43 en 2014. Ça fait vraiment longtemps qu'il est là et il a vraiment une énorme expérience à l'UFC. Alors que pourtant il est jeune, hein, il a que 29 ans. Hein. Mais il a énormément d'expérience à l'UFC. Il a par exemple battu Diego Sanchez en 2020 à l'UFC 253. Et il a subi une défaite contre Sean Brady. Sean Brady, qui était invaincu, c'était en 2021, lui avait passé une soumission au 3e round. Ensuite, il a enchaîné victoire-défaite. Son dernier combat remonte juillet 2023, il a gagné par soumission contre Darius Flowers au 2e round. Donc pour ce qui est des cotes, Michael Morales est clairement donné vainqueur. Il a une cote à 1,34 contre une cote à 2,97 pour Jack Matthews. Donc ça me paraît quand même compliqué de choisir l'Australien. Est-ce qu'il va être capable de freiner la lancée de Michael Morales? Il a pourtant énormément d'expérience. On a vu récemment le Brésilien Gabriel Bonfim, qui était invaincu également, se faire stopper par un vétéran. Jack Matthews, c'est pas un vétéran dans l'âge, mais dans l'expérience à l'UFC. Donc on n'est pas à l'abri des fois dans ce genre de combat de voir une victoire surprise. Mais je pense quand même, je vous conseille quand même de choisir Michael Morales. Ça me semble tout de même être le choix le moins risqué. Donc la cote elle est assez basse, mais à mettre dans le combiné, c'est pas mal. On enchaîne sur le main event, c'est parti. Et on retrouve en main event de cette UFC Fight Night 232, Brandon Allen contre Paul Craig. Brandon Allen, l'américain, lui, il est jeune, il a 27 ans. Et il a une énorme déjà expérience à l'UFC. Comme vous pouvez voir, il a 22 victoires pour 5 défaites. Il a eu une défaite, si on remonte quand même loin à 2020, c'était contre Sean Strickland. Il a eu sinon sa dernière défaite en date, c'est 2021, donc ça fait quand même 2 ans qu'il n'a pas perdu. C'était contre Chris Curtis. Il avait pris un KO technique au 2e round. Sinon, depuis, il a enchaîné des victoires contre Sam Alvey, contre André Muniz, le dernier adversaire de Paul Craig, ou Bruno Silva, le Brésilien. Donc, et toutes par soumission. Ces 3 dernières victoires ont été faites par soumission. Donc Brandon Allen, il est sur une sacrée lancée, une belle série de victoires dans la catégorie middleweight. Face à lui, on retrouve du coup Paul Craig, l'Écossais. Paul Craig, il est un petit peu plus âgé, il a 35 ans, mais il est toujours en pleine forme, je trouve. Bon, c'était un peu plus compliqué dans la catégorie light heavyweight pour lui, avec tous les tueurs qu'il y a dedans. Et pourtant, faut pas oublier que Paul Craig, il a quand même soumis Ankalaev et Jamal Hill, qui sont quand même les tout meilleurs de la catégorie. Jamal Hill, c'est l'ancien champion qui a laissé la ceinture vacante, et Ankalaev, c'est un top 5. Donc Paul Craig, très très chaud quand même. Il est sur 2 défaites dans la catégorie light heavyweight, contre Volkan Ozdemir par décision en 2022, et contre Johnny Walker, où il s'est fait surprendre en se faisant attraper la jambe et il s'est fait toucher la pointe du menton. Johnny Walker l'a mis KO technique au 1er round. C'était au mois de janvier de cette année, en 2023. Donc il a décidé de changer de catégorie, Paul Craig, et de descendre chez les middleweights, ce que je trouve était une très très bonne idée. Il y a plus de place, je pense, pour lui chez les middleweights que chez les light heavyweights. Il a du coup fait un premier combat d'entrée dans la catégorie face à André Muniz. André Muniz, le Brésilien, qui restait sur une défaite juste avant face à Brandon Allen, justement l'adversaire de Paul Craig. Et il a perdu également donc, contre Paul Craig, c'était au mois de juillet 2023, l'UFC Fight Night 224, et Paul Craig l'a mis KO technique au 2e round. C'était assez impressionnant en puissance, et le gabarit de Paul Craig dans cette catégorie, vraiment, je trouvais assez impressionnant. On sait que Brandon Allen est très très fort au sol, il a gagné ses 3 derniers combats par soumission, mais Paul Craig aussi. Paul Craig, je trouve qu'au sol, c'est vraiment un vertige, il a vraiment il a vraiment des soumissions vraiment impressionnantes. Celle qu'il a fait à Jamal Hill quand il lui a déboîté l'épaule ou le bras, excusez-moi, il lui a placé des jujis, enfin bon, même si Jamal Hill avait peut-être pas les défenses au sol à cette époque-là, il a aussi soumis Ankalaev, et c'est pas tout, il a aussi des victoires contre Nikita Krylov, contre Mauricio Shogun en fin de carrière. Il a quand même fait le tour de la catégorie light heavyweight, Paul Craig, donc c'est arrivé en middleweight, je trouve ça pas mal, vraiment, moi je suis assez hypé de le voir dans cette catégorie. Alors contre Brandon Allen, il est donné perdant. Les cotes, on retrouve Brandon Allen donné favori avec une cote à 1,32. Contre Paul Craig, une cote à 3,10.
Ce combat, j'ai envie de tenter, moi personnellement, Paul Craig. Je pense de ne... Je sais pas, peut-être, je vais peut-être pas le mettre dans le combiné, parce que c'est un peu risqué quand même. Mais j'ai envie de tenter sa cote à 3,10 également. Je vais réfléchir encore, je sais pas si je vais le mettre dans le combiné ou pas. Je pense que je vais le mettre, je pense que je finirai sûrement par le mettre au final, mais je pense que je vais tenter un biais sur Paul Craig à part. Sa cote elle est assez élevée, 3,10, et il y a peut-être moyen qu'il crée la surprise. Il l'a déjà fait, il est coutumier de créer la surprise Paul Craig, même quand il est l'outsider. Je conseille l'écossais du coup, ouais, parce que Paul Craig, il est coutumier de créer la surprise. Il l'a déjà fait, hein, comme je le disais juste avant, dans plusieurs combats. Sa cote est intéressante, donc je pense que ça vaut le coup de le tenter. C'est assez risqué, hein. Brendan Allen est bien installé dans cette catégorie middleweight depuis longtemps. Il est sur une belle série de victoires, donc c'est risqué. Mais je pense que Paul Craig peut se défendre au sol face à Brendan Allen, qu'il a les armes pour, et même potentiellement, comme je le disais, créer la surprise. Donc je vous conseille cette gamble également les amis. Paul Craig, ça me paraît être un choix un petit peu risqué, mais qui pourrait rapporter gros. Voilà, on en a terminé avec les pronostics de cette UFC Fight Night 232 les amis. Donc l'UFC Fight Night se tiendra samedi 18 novembre, samedi dans la nuit du 18 novembre. Quant à nous, on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo d'analyse et de pronostics. Ce sera pour l'UFC On ESPN 52, Dariush versus Saroukan. Et il y aura aussi Dan Hooker contre Bobby Green sur la carte. Et ça, ce sera le 2 décembre, ce sera début décembre, donc dans 15 jours. On se retrouvera la semaine prochaine, je ferai la vidéo du récap complète du mois de novembre pour voir si on a été bon ou pas, si j'ai été bon ou pas sur les pronostics. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes encore là à la fin de la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, je vous en remercie d'avance. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la chaîne. Je balance dessus les tickets en général des gagnants des pronostics que je fais. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir, pour vous faire une idée. Il ne me reste plus qu'à vous dire les amis, comme toujours, faites attention avec les paris en ligne les amis, c'est dangereux. Jouez toujours de façon prudente. C'est interdit aux moins de 18 ans et si jamais vous êtes en détresse d'argent, le numéro est affiché juste à l'écran. N'hésitez pas à appeler pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.